L'Amérique est en train d'être boycottée par le monde entier. Voici la contradiction. Plus Donald Trump menace, plus les États-Unis se retrouvent isolés. Ce n'est plus une opinion, c'est un mouvement. Du Canada à l'Europe, de l'Asie à l'Afrique, des appels au boycott ciblent Trump, son administration et les produits américains. Et cela a déjà commencé. Au Canada, après que Trump a évoqué un 51e État et attaqué ouvertement Ottawa, le pays a réduit le tourisme vers les États-Unis et retiré des produits américains de ses rayons. Selon le contenu que nous analysons, l'impact a été réel au point d'attirer l'attention du reste du monde. Mais maintenant, le contexte a changé. Menace de tarifs à 100 %, discours sur l'invasion du Groenland, attaque contre des alliés historiques. Ce qui semblait impensable devient discutable. Si ce mouvement s'accélère, ce ne sont pas seulement des symboles qui tomberont, mais des piliers économiques, sportifs et diplomatiques. Et la vraie bascule est peut-être déjà en cours. Ce qui se passe ici dépasse largement un simple conflit diplomatique. L'événement central, selon le contenu fourni, c'est cette montée coordonnée des appels au boycott contre les États-Unis, déclenchée non pas par une seule décision, mais par une accumulation. Le Canada a été le premier signal. Quand Trump a parlé du 51e État et attaqué Trudeau, les Canadiens ont répondu concrètement. Moins de tourisme vers les États-Unis, rejet de produits américains et des résultats décrits comme très efficaces. À l'époque, le reste du monde observait sans imiter à grande échelle. Mais aujourd'hui, le cadre a changé. Menaces militaires, pression tarifaire, discours agressifs contre le Danemark, le Royaume-Uni, l'OTAN et surtout une perception qui s'installe. Ces actions ne sont plus accidentelles. Elles forment un schéma. Regardez la question que tout le monde commence à se poser. S'il s'agit de partenaires traités comme des ennemis, pourquoi continuer à consommer, voyager ou coopérer comme avant? Ce n'est pas encore un effondrement. C'est pire, c'est une normalisation de la rupture. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à se retourner. L'affirmation centrale est simple. Ce boycott n'est plus symbolique, il devient opérationnel. Et le contenu fournit un détail précis qui le prouve. Au Danemark, après les menaces de Trump sur une possible invasion du Groenland et ses propos jugés offensants envers le pays, une application permet désormais de scanner les produits pour vérifier leur lien avec les États-Unis. Ce n'est pas une initiative marginale. Le texte précise que cette application est devenue l'une des plus téléchargées du pays, dominant les classements là où, habituellement, quelques centaines de milliers de téléchargements quotidiens suffisent à faire un succès. Ce détail change tout. Il montre un passage de l'indignation à l'organisation. Pas un slogan, mais un outil. Pas un tweet, mais un comportement répété au quotidien. Et maintenant, remarquez ce qui manque dans la réaction américaine. Aucune tentative d'apaisement, aucun recul, aucun démenti clair. Au contraire, les attaques continuent. C'est là que le signal devient inquiétant. Quand un geste de consommation devient un acte politique normalisé, la dynamique ne revient pas facilement en arrière. Et ce n'est que la première couche de pression. La situation ne se contente pas de durer. Elle s'intensifie. Selon le contenu, après le Danemark, la tension monte quand Trump multiplie les menaces publiques. Tarifs de 10 %, puis 25 %, puis jusqu'à 100 % contre des pays alliés, simplement pour avoir envisagé des accords commerciaux alternatifs ou refusé ses exigences géopolitiques. Dans le même temps, il affirme avoir conclu un accord avec le Groenland et le Danemark, un accord que, toujours selon le texte, aucune de ces parties n'a reconnu. C'est là que la dynamique bascule. Ce type de déclaration n'est plus traité comme une anomalie, mais comme une nouvelle norme. Regardez le précédent évoqué. L'OTAN, l'article 5, l'Afghanistan. Trump minimise publiquement le rôle de soldats alliés morts ou blessés aux côtés des forces américaines, provoquant une colère immédiate à l'étranger. Ce genre de propos, répétés, crée un effet cumulatif. Ce qui devait rester impensable, boycotter les États-Unis, devient discutable puis acceptable. Et voici le renversement clé. Plus ces sorties se normalisent, plus la rupture se structure. C'est ici que l'histoire accélère vraiment. Voici l'élément qui fait vraiment changer de niveau la situation. Le contenu montre une contradiction frontale entre les paroles et les actes de Trump.
Une semaine plus tôt, lorsqu'il est interrogé sur le voyage du premier ministre canadien Carney à Pékin et sur un accord stratégique estimé à 1 trillion de dollars avec la Chine, Trump répond calmement « C'est une bonne idée, il devrait le faire ». C'est une approbation claire, enregistrée, publique, puis quelques jours plus tard, Trump publie un message furieux. Il rabaisse Carney en l'appelant gouverneur, menace le Canada de tarifs immédiats de 100 % et affirme que la Chine dévorera le Canada vivant. Même sujet, deux discours opposés. Ce contraste n'est pas anodin. Il envoie un signal précis aux autres pays. Les règles changent selon l'humeur. Et maintenant, remarquez ce détail clé. Aucune correction, aucune explication, aucun effort pour clarifier cette incohérence. Au contraire, l'escalade continue. À ce moment-là, le boycott n'est plus une réaction émotionnelle. Il devient une stratégie de protection. Et c'est exactement là que la pression commence à se multiplier. Et maintenant, tout s'enchaîne très vite. Le contenu empile plusieurs développements en même temps, sans laisser de pause. D'abord, en Allemagne, un haut responsable de la Fédération allemande de football déclare publiquement qu'il est temps d'envisager un boycott concret de la Coupe du monde 2026, organisée en partie aux États-Unis. Ce n'est pas un militant isolé, c'est un dirigeant d'une institution centrale du sport mondial. Ensuite, sur les réseaux sociaux, le hashtag #BoycottUSA devient l'un des plus viraux sur une fenêtre de 24 à 48 heures. Pas une tendance locale, mais transversale, reprise sur plusieurs plateformes. Et pendant que cette pression monte à l'extérieur, le texte décrit un contraste brutal à l'intérieur. Trump publie des images et messages autopromotionnels parlant d'un Brave New World, alors même que des événements graves impliquant les forces de sécurité secouent l'opinion. Cette juxtaposition crée un sentiment de perte de contrôle. Les signaux ne sont plus alignés. Les crises ne sont plus gérées, elles s'accumulent. Et quand plusieurs secteurs, commerce, sport, image internationale, commencent à vaciller en même temps, une question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il si cette dynamique continue encore quelques mois? À ce stade, l'impact cesse d'être abstrait, il devient personnel. Selon le contenu, ce boycott ne touche pas des concepts lointains, mais des secteurs bien réels. Le tourisme américain frappé par la baisse des visiteurs canadiens, les industries du whisky, du bourbon et de l'alcool pénalisées par le retrait de produits sur les marchés étrangers. Ce ne sont pas des sanctions d'État à État. Ce sont des choix quotidiens répétés par des millions de personnes. Et mettez-vous un instant à la place du public visé par ces appels. Pourquoi voyager dans un pays perçu comme hostile, imprévisible, voire dangereux? Pourquoi dépenser son argent dans une économie associée à des menaces, des insultes et une instabilité permanente? Le texte rapporte ce sentiment sans filtre, la peur d'être arrêté, expulsé ou pris pour cible par des autorités devenues agressives. Idéologie mise de côté, il reste une réalité simple. Les gens cherchent la sécurité, la dignité, la prévisibilité. Quand ces éléments disparaissent, les comportements changent. Et si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Parce que ce ressenti est précisément ce qui alimente la prochaine phase de cette histoire. Ce qui rend cette situation possible n'est pas seulement une personne, mais un mécanisme. Le contenu le suggère clairement. Le levier principal ici, c'est l'usage de l'intégration économique comme arme. Les tarifs deviennent des menaces politiques. Les accords commerciaux deviennent conditionnels à l'obéissance. Les déclarations publiques servent moins à négocier qu'à intimider. Et dans ce système, l'incitation est perverse. Plus le choc est spectaculaire, plus il domine l'attention. Plus il domine l'attention, moins il est corrigé. C'est ainsi que la normalité se déplace. Les alliés sont traités comme des subordonnés. La souveraineté devient négociable. Et ceux qui refusent cherchent des alternatives. C'est là que le boycott trouve sa logique froide. Il ne s'agit pas de punir, mais de réduire l'exposition au risque, diversifier les partenaires, retirer le levier, diminuer la dépendance. Cette lecture est plus inquiétante que l'indignation morale parce qu'elle est rationnelle. Et une fois que des systèmes entiers commencent à fonctionner sur cette base, ils ne s'arrêtent pas sur un simple changement de ton. La question n'est plus qui a raison, mais jusqu'où ce réalignement peut aller. À partir de là, l'histoire entre dans une zone d'incertitude active. Le contenu trace deux trajectoires possibles sans trancher. Première option, l'escalade.
Les boycotts se multiplient, d'abord informels, puis assumés. Le sport, le tourisme, les échanges culturels deviennent des terrains de pression. La Coupe du monde 2026 cesse d'être un événement neutre et se transforme en symbole. Chaque nouvelle déclaration agressive alimente la dynamique. Deuxième option, l'ajustement. Face à la perte d'influence, certains acteurs cherchent à ralentir, à contourner, à reconstruire des canaux sans passer par Washington. Rien de spectaculaire, mais un déplacement progressif du centre de gravité. Et voici le détail clé. Dans les deux cas, le mouvement est déjà lancé. Il ne dépend plus d'un seul discours ni d'un seul tweet. Il dépend de décisions prises ailleurs, en parallèle, souvent hors caméra. C'est ce qui rend le moment actuel si instable. On ne sait pas encore quelle voix dominera, mais on peut sentir que la prochaine décision majeure est en train de se former. Et c'est exactement là que tout peut basculer. Voici le point clé à retenir, celui qui reconfigure toute l'histoire. Ce boycott n'est pas une explosion soudaine, c'est un glissement. Il ne commence pas par des sanctions officielles, mais par des choix individuels, puis collectifs, puis institutionnels. Le contenu le montre clairement. Quand des pays, des fédérations sportives, des consommateurs ordinaires commencent à se poser la même question, pourquoi continuer comme avant? L'ordre existant cesse d'être automatique. En une phrase, voilà le renversement. L'influence américaine n'est plus contestée frontalement, elle est contournée. Et c'est souvent ainsi que les équilibres mondiaux changent, lentement puis d'un coup. Ce qui se joue ici ne concerne pas seulement Trump ou son administration, mais la manière dont le pouvoir réagit quand il est utilisé comme une menace permanente. Si vous voulez comprendre où cela mène, il faudra regarder ce qui se passe après les discours, après les sommets, après les tweets, parce que la prochaine étape ne fera probablement pas de bruit. Elle prendra la forme d'un choix discret et irréversible. Si vous voulez suivre cette évolution, analyse après analyse, pensez à vous abonner. Ce qui arrive ensuite est déjà en mouvement.